Bonjour et bienvenue au quatrième et dernier module du cours d'auto-formation en ligne portant sur la numératie. Ce cours a été élaboré à l'intention du personnel éducateur de la petite enfance francophone canadienne en contexte minoritaire. Dans ce module, nous vous proposons quelques activités de type jeu ou enquête. Chaque activité vise à modeler des pratiques pédagogiques dont le but est de développer certaines fonctions cognitives chez l'enfant, ainsi qu'à approfondir certains concepts reliés à la numératie. Un des jeux les plus intéressants à jouer avec des jeunes enfants est celui de l'identification, à travers le toucher des objets cachés dans un sac ou dans une boîte. On peut choisir de mettre dans le sac un certain nombre d'objets à 2 dimensions, un certain nombre d'objets à 3 dimensions, ou encore un mélange de certains objets à 2 dimensions et d'autres à 3 dimensions. Par exemple, choisissez de mettre dans la boîte 4 objets, un triangle, un cercle, un carré et une étoile. À tour de rôle, les enfants passent et essaient de deviner l'objet qu'ils ont pris. Après qu'il est nommé, ils peuvent le sortir de la boîte et le montrer à la classe. Passez maintenant au jeu avec objets à 3 dimensions. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre dans la boîte une balle, un cube, une pyramide et une étoile en 3 dimensions. Ce jeu se joue avec le même matériel que dans le jeu précédent. La différence est que, à la place de deviner l'objet que la main saisit, l'enfant doit trouver un objet qui a une caractéristique précise. Par exemple, vous avez mis dans la boîte un triangle, un cercle, un carré et une étoile. Vous demandez à l'enfant de trouver un objet sans pointe. Pour gagner au jeu, l'objet à trouver est le cercle. Vous pouvez aussi mettre 4 cercles de tailles différentes. Dans ce cas-ci, vous demandez à l'enfant de trouver le plus petit cercle. Dans ce jeu, un enfant saisit un objet dans la boîte et sans le voir, il le décrit à ses amis. Par exemple, si Cécile saisit un triangle, elle pourra dire « il y a des pointes ». Elle pourrait même préciser combien de pointes, etc. On peut faire un jeu entre équipes. Supposons que chaque équipe soit composée de 2 enfants. L'équipe de Marie et Sébastien marque un point si Marie décrit à Sébastien l'objet et si Sébastien réussit à le deviner. Après, c'est le tour de l'autre équipe. Ils jouent 2 manches. L'équipe qui accumule le plus de points gagne le jeu. Vous vous rappelez que, dans les premiers jeux, nous avions 4 formes différentes à 2 dimensions et que dans les deuxièmes jeux, l'on avait 4 cercles de tailles différentes. Selon vous, y a-t-il une différence entre ces 2 jeux en termes des fonctions cognitives qui sont sollicitées? Croyez-vous qu'il n'y a pas de différence? Peut-être que c'est ce que vous croyez. Pas tout à fait. Dans le premier jeu, il s'agit de reconnaître un objet par le toucher. Dans le deuxième jeu aussi, mais l'enfant doit mobiliser davantage la mémoire. Rappelez-vous qu'il doit trouver les plus petits cercles et éliminer des objets en utilisant juste une main. Imaginons maintenant que la boîte a 2 trous et qu'on permette à l'enfant d'utiliser 2 mains. Dans ce cas, les mains vont travailler ensemble pour atténuer l'effort du travail de la mémoire. Voici ma deuxième question. Dans les jeux d'équipe, on fait intervenir les langages, n'est-ce pas? En effet, un coéquipier nomme ce que sa main touche. Ici, les langages de l'enfant jouent un rôle important.
D'après vous, est-ce uniquement le langage qui est sollicité? C'est cela que vous pensez, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Les deux enfants de l'autre équipe doivent attendre leur tour. Il faut qu'il y ait une autorégulation très forte ici pour pouvoir jouer au jeu. L'exploration des suites offre aux enfants des possibilités importantes pour comprendre les concepts d'ordre et pour exercer ses capacités de généralisation mathématique. Dans ce cas-ci, de prolonger adéquatement la suite. Voici quelques jeux. On met devant l'enfant une suite formée de blocs dans cet ordre. Jaune-rouge, jaune-rouge. On lui demande de continuer la suite en nommant les couleurs. Cette fois-ci, la suite est la suivante. Jaune, rouge, bleu. Jaune, rouge, bleu. Comme précédemment, on demande à l'enfant de continuer la suite. Cette fois-ci, la suite est formée comme suit. Jaune, rouge, rouge, bleu. Jaune, rouge, rouge, bleu. Comme précédemment, on demande à l'enfant de continuer la suite. Le personnel éducateur peut inventer plusieurs jeux à partir des jeux précédents. Voici un exemple. Dans ce jeu, on montre à l'enfant une suite qui a 10 thèmes. Jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune. Ensuite, on cache avec un papier le 4e et le 5e bloc. On demande à l'enfant de dire la couleur des blocs cachés et d'expliquer. Après, on peut cacher d'autres parties de la suite. Par exemple, on peut cacher les blocs à la fin de la suite. On peut demander à l'enfant de dire la couleur des blocs cachés et d'expliquer sa réponse. Vous vous rappelez qu'au module 1, nous avons vu que le concept de nombre sous-tend l'idée de mise en correspondance. Nous avons dit que deux collections ont la même quantité d'objets si on peut mettre leurs éléments en correspondance un à un. Cette quantité commune, c'est le nombre. Pour favoriser la maîtrise du concept de nombre en petite enfance, c'est important de proposer des jeux de mise en correspondance. Il existe une panoplie de ce genre de jeux. Voici un exemple. L'éducatrice ou l'éducateur prépare 4 boîtes sans couverture. Dans la première boîte, on voit un sachet transparent qui contient une roche. Dans la deuxième boîte, on voit un sachet transparent qui contient 2 roches, etc. Elle prépare d'autres sachets transparents comme ceci. 3 sachets à 1 roche, 3 sachets à 2 roches, 3 sachets à 3 roches, 3 sachets à 4 roches. Elle mélange bien les sachets et demande à l'enfant de prendre un sachet quelconque et de le placer dans la boîte où se trouve le sachet qui a la même quantité de roches. Après, l'enfant prend un autre sachet et le place dans la bonne boîte, etc. Au besoin, l'éducatrice ou l'éducateur compte les roches dans le sac avec l'enfant. On peut ajouter les symboles de nombre aux boîtes. La première boîte peut avoir une étiquette avec le symbole 1. La deuxième boîte aura le symbole 2, etc. Amener l'enfant à reconnaître le symbole écrit du nombre est très important. Voici une activité qui peut aider à développer cette capacité cognitive chez le jeune enfant.
L'activité utilise le même matériel que l'activité précédente. Des boîtes sans couverture, des sachets transparents contenant de petites quantités de roches et des étiquettes avec un symbole de nombre 1, 2, 3, 4 qu'on colle sur les boîtes. La différence est que, au départ, l'éducateur ou l'éducatrice s'assure que chaque boîte est vide. Le personnel éducateur demande à l'enfant de prendre un sachet à la fois et de le mettre dans la boîte qui lui correspond. Ainsi, si l'enfant prend un sachet avec 3 roches, l'enfant place le sachet dans la boîte qui a l'étiquette montrant le symbole écrit 3. Bonjour Madame Linda. Bonjour Monsieur Dupont. Faisant suite à notre dernière rencontre, j'encourage ma fille Martine à s'amuser avec des jeux à la maison. Ah, très bien. Mais rappelez-vous qu'un bon équilibre entre le jeu libre et le jeu plus ou moins structuré est toujours souhaitable. En effet, parfois elle joue de sa propre initiative, parfois je lui propose le jeu à jouer. L'autre jour, sa cousine Céleste est venue nous rendre visite. Elles ont joué à faire des tours. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle faisait? L'une faisait une tour avec des blocs et l'autre devait faire une tour plus grande. Ah, c'est un jeu de comparaison. Saviez-vous qu'on peut partir de ce jeu pour étudier les équations et les inéquations? Comment ça, Madame Linda? Les équations et les inéquations? Je me rappelle de les avoir étudiées à l'école secondaire. Vous avez l'air surpris, Monsieur Dupont. Je m'explique. Quand on parle de la numératie en petite enfance, il ne s'agit pas de faire en sorte que les enfants apprennent les concepts mathématiques en profondeur. Il s'agit de trouver des situations simples, assez intéressantes pour les enfants, à partir desquelles ils vont faire un premier contact avec les concepts de nombre, d'espace, de forme, de temps, etc. Oui, mais vous parlez tantôt des équations et des inéquations, n'est-ce pas? Oui, je sais. Reprenons le jeu de Martine et sa cousine Céleste. Vous dites qu'elle s'amusait à faire des tours de plus en plus grandes? En effet. On saisit l'occasion, on part ici de l'intérêt de l'enfant et on pousse cet intérêt plus loin. Mais comment? Supposons que Martine a une tour de 3 blocs. Maintenant, vous demandez à Céleste combien de blocs il faut ajouter à la tour pour en faire une tour de 5 blocs. Je crois que je vois. Cela revient à résoudre l'équation 3 plus x égale 5. Oui, c'est ça, mais du point de vue de l'adulte. Pour les enfants, c'est un jeu. Ils ne voient pas l'équation car ils ne comprennent pas le sens du mot. Mais alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ce qu'on gagne, c'est que les enfants ont fait un premier contact avec le concept d'équation. Ils vont l'approfondir à l'école primaire. C'est plus clair pour moi comme parent maintenant. Mais vous parlez aussi des inéquations? Je ne vois pas comment on va y arriver. Vraiment? Vous demandez à un enfant de faire une tour contenant 2 blocs. Vous lui demandez ensuite de prendre des blocs d'un contenant que vous avez préparé à l'avance. Mais faites bien attention, l'enfant doit bien réfléchir au nombre de blocs qu'il va prendre, car il gagne quand, après avoir ajouté les blocs à la tour contenant 2 blocs, la nouvelle tour possède moins de 5 blocs. Par exemple, s'il choisit de prendre 3 blocs, il ne gagne pas, car il finit avec une tour de 5 blocs, alors qu'on voulait moins de 5 blocs. En toute logique, il y a 2 solutions possibles. L'enfant gagne s'il ajoute un seul bloc ou s'il ajoute 2 blocs à la tour qui contient 2 blocs. C'est tout, pas plus. Avec le même matériel que dans le jeu précédent, on peut maintenant demander à l'enfant de réaliser une tour contenant 2 blocs. Vous demandez à l'enfant de prendre des blocs d'un contenant que vous avez préparé à l'avance. Mais attention, l'enfant doit bien penser au nombre de blocs qu'il va prendre, car il gagne lorsque, quand il ajoute les blocs à la tour contenant 2 blocs, la nouvelle tour a plus de 5 blocs. Ici, l'enfant peut ajouter 4 blocs et il gagne. Mais il peut aussi gagner s'il ajoute un nombre de blocs égal à 5, 6,
7, ainsi de suite. En fait, il y a dans ce cas une infinité de solutions envisageables. Parlons maintenant de la dimension sociale dans les jeux. De manière générale, les jeux mentionnés précédemment ont été décrits comme des jeux qui se jouent de façon individuelle. On peut toutefois les transformer en activités se jouant en équipe, c'est-à-dire à 2 ou à plusieurs personnes. Par exemple, le jeu des inéquations peut être joué par 2 joueurs. Voici comment procéder. Vous préparez une liste de 8 questions portant sur les équations et les inéquations. Il y aura donc dans votre liste des questions avec égal à, moins 2 et plus que. À tour de rôle, chaque enfant va répondre à 4 questions. S'il réussit la question, vous lui donnez un jeton. L'enfant qui a le plus de jetons, c'est lui qui gagne à ce jeu. Voici une version avancée du jeu. Vous pouvez former 2 équipes qui comprennent 2 enfants par équipe. Vous posez une question à la première équipe et vous demandez aux 2 enfants de cette équipe de discuter entre eux et de trouver une réponse à votre question. Si la réponse est correcte, ils obtiennent un jeton. Après, c'est le tour de la deuxième équipe. Vous continuez de la même façon jusqu'à épuisement des 8 questions. L'équipe qui a le plus grand nombre de jetons gagne le jeu. En se basant sur les développements cognitifs de l'enfant, quelle différence voyez-vous entre un jeu où l'enfant joue de manière individuelle et un jeu dans lequel les enfants jouent en équipe des 2? Pierre affirme que la différence est qu'en équipe, le jeu devient plus simple car les enfants s'entraident. Marthe, quant à elle, soutient que ce n'est pas le cas. À son avis, le jeu devient plus complexe. Qui croire dans ce cas? Pierre? Pas tout à fait. C'est bien vrai que 2 cerveaux pensent mieux qu'un seul, mais seulement à condition que les enfants coopèrent entre eux. Cette capacité socio-cognitive ne va pas de soi. Il faut la développer. C'est pour cela que les jeux à 2 ou à plusieurs enfants sont très importants. Enfin, pour terminer, remarquons aussi que plusieurs des jeux mentionnés précédemment peuvent être transformés et devenir une enquête. Puisque nous venons de parler des équations et des inéquations, remarquons qu'on pourrait ajouter à ces jeux une question de réflexion. Par exemple, prenez le cas du jeu à une personne et ajoutez une question de réflexion à la fin de ce jeu. Ainsi, demandez à l'enfant de vous expliquer comment répondre à une question qui exige de comparer 2 collections. Si c'est le cas du jeu à plusieurs personnes, on peut faire de même. En procédant comme cela, on arrive à satisfaire aux 3 conditions d'une enquête, à savoir une formulation d'une question ou une détermination d'un but à atteindre, une démarche qui amène l'enfant à offrir une réponse à la question posée, une réflexion langagière sur la démarche qui a été suivie. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin du module 4. Ce module clôt ce cours d'auto-formation en ligne qui a été élaboré à l'intention des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance des communautés francophones canadiennes en situation minoritaire. Nous espérons que vous avez apprécié votre parcours de formation et que vous avez progressé dans vos apprentissages qui portent sur les fondations de la numératie en petite enfance.